Bonjour à toutes et à tous, Valentin Offrand avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le jeudi 27 septembre 2018. Aujourd'hui, budget italien qui est attendu. Alors attendu aujourd'hui, mais il pourrait être repoussé d'après des informations relayées par Reuters, des informations de presse qui indiqueraient que voilà, la présentation de budget italien pour 2019 serait repoussée. On a les marchés actions qui sont dans le rouge à l'ouverture. Tous les marchés actions en Europe le sont globalement. Donc voilà, c'est cette annonce qui fait fléchir l'euro ce matin. La Fed n'a eu presque aucun impact sur les marchés hier et ce matin. Voilà, c'est vraiment cette information qui a été publiée, qui est annoncée par Reuters il y a peut-être une 20 ou 30 minutes, qui a fait baisser l'euro. Voilà, on va commencer tout de suite par l'avertissement égal sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement surcompté prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Didier, j'espère que vous allez bien. François que je salue également. Rapide point sur l'actualité. Alors, comme je vous l'ai dit, on a une hausse des rendements obligataires italiens, excusez-moi, après des informations de presse faisant état d'un report de la réunion prévue sur le budget. C'est une information relayée par Reuters. Concernant la Fed hier, donc comme prévu, la Fed a relevé ses taux directeurs de 25 points de base. L'OFOMC s'attend toujours à procéder à une autre hausse des taux d'ici la fin de l'année, 3 l'année prochaine et une en 2020. En 2020. Dans le communiqué, on a les banquiers centraux qui ont retiré un passage suggérant qu'ils jugeaient le niveau actuel des taux d'intérêt accommodant, et on a Jérôme Powell qui, pendant la conférence de presse, a tenu des propos prudents sur la valorisation des actions, affirmant que les prix se situaient dans le haut de la fourchette historique, ce qui a provoqué une petite baisse du Dow Jones. Bon, rien d'inquiétant, mais en tout cas, on a une Fed qui est logique dans sa politique monétaire, rien de quiche, rien de dovish. Voilà, c'est normal qu'elle enlève cette mention de politique monétaire qui resterait accommodante, étant donné que ça fait déjà 5 hausses des taux, il me semble que la Fed a effectué depuis le début de ce cycle de hausse des taux. Donc à un bout d'un moment, ça devient logique qu'elle devient dans sa communication de moins en moins prudente. Concernant la guerre commerciale, alors, on a le Donald Trump qui a accusé Pékin hier à l'ONU d'essayer d'interférer dans les élections américaines de mi-mandat et de lui nuire sur le plan politique. Donc ça n'a rien à voir directement avec la guerre commerciale, mais ça pourrait être, vous savez, un facteur qui pourrait aggraver la situation. Concernant la politique américaine, on a la Chambre américaine des représentants qui a approuvé un accord budgétaire partiel de plus de 850 milliards de dollars pour 2019 qui permettra d'éviter un shutdown. Normalement, l'année fiscale aux États-Unis commence le 1er octobre, donc il y a toujours un budget qui doit être trouvé d'ici la fin du mois de septembre. Donc bon, on a le Congrès qui se serait accordé sur ce budget qui table notamment sur une hausse du budget de la défense. Donald Trump se disant prêt à le signer malgré l'absence de financement dédié à son mur à la frontière mexicaine. Concernant le Brexit, alors on a le chef de file des travaillistes qui a assuré hier, que le parti Labour, le parti des travaillistes, voterait contre un accord sur le Brexit sur la base des propositions actuelles de Theresa May contenues dans son plan Shaker. Donc voilà, on a toujours une pression sur la livre sterling provenant non seulement des négociations entre Londres et Bruxelles, mais également au sein même du Royaume-Uni, où il y a clairement une division. Et en Argentine, alors, bien le pays a obtenu un accord de 50 à 57 milliards de dollars de la part du FMI afin de stabiliser l'économie. Donc ça devrait rassurer les marchés émergents, même si la volatilité a clairement diminué depuis le mois dernier. Concernant les chiffres d'hier et de ce matin, vous pouvez voir marché action plutôt en repli avec un Dow Jones qui a inscrit les plus importantes pertes après les small caps. Dow Jones moins 0,40%, DXY en légère hausse hier, DXY qui bondit ce matin, pas suite au propos de la Fed, mais c'est comme je vous l'ai dit à cause de ces potentiels reports de l'annonce du budget italien. Donc baisse de l'euro, mécaniquement ça fait remonter le DXY. Ce matin, on a le rendement du 10 ans. Enfin, ce matin. Depuis hier soir, le rendement du 10 ans est en baisse. Il était à 3,09. Il avait même tapé les 3,11 hier ou avant-hier, je me souviens plus exactement. Et donc, il est revenu à 3,03 puisque la Fed, comme je vous l'ai dit, n'a pas été hawkish.
il n'y a rien eu de surprenant du côté de la Fed. C'était clairement un non-événement. D'ailleurs, si on regardait même les graphiques, hein, pour ceux qui ont participé au binaire spécial Fed hier soir, nous l'avons vu ensemble, mais voilà, le graphique, concrètement, on n'a rien eu de surprenant. La réaction du marché était plutôt neutre, hein. On a eu au début une baisse du dollar, ensuite on a eu une légère hausse, mais finalement on était à l'équilibre assez rapidement. Donc, rendement du 10 ans, par contre, en baisse. Le yen qui est en hausse suite à cette annonce, hein, de un possible report du budget italien. Le gold qui est à l'équilibre, le Nikkei, le Shanghai qui sont dans le rouge. Donc marché action concrètement européen qui sont attendus qui devraient évoluer clairement sous pression aujourd'hui, et la moindre information concernant l'Italie et le budget italien aura un impact normalement assez important sur l'euro et les marchés actions. Calendrier économique. Alors 14 heures, l'IPC allemand accompagné des chiffres, hein, surtout la balance commerciale des États-Unis, le PIB annualisé des États-Unis, PIB donc trimestriel attendu à 4,2% comme vous pouvez le constater. On a un discours de Mario Draghi à 15h30, rien de très important. ESRB, il me semble c'est sur le budget européen. Alors à vérifier, mais voilà, rien de majeur attendu à 15h30. Discours de Carnet à 16h, discours de Powell à 22h30, discours de Paulos à 23h45. Donc on peut voir aujourd'hui c'est la journée, hein, des banquiers centraux. Voilà, donc on va regarder tout de suite ESRB rating. Voilà, European Systemic Risk Board, donc le système de contrôle de risque, j'ai envie de dire, de contrôle de risque systémique, donc en clair tout ce qui pourrait provoquer une crise, un impact sur la zone euro. Crise systémique, c'est par exemple une crise par exemple sur les marchés émergents. Ça aurait un impact indirect sur la zone euro. Ça, c'est une crise par exemple systémique. Voilà, donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. On passe tout de suite au vif du sujet avec les marchés. On voit que le dollar, le yen surperforme. Alors ce n'était pas le cas il y a une heure avant l'annonce, hein, le relayé par Reuters, je le rappelle encore une fois. Donc voilà, USD yen surperforme. À l'inverse, AUD et JBP euro sont en nette sous-performance ce matin. Donc voilà, clairement de la version pour le risque. D'ailleurs, si on regarde les futurs en Europe, indice, donc non, c'est pas ça que je voulais voir. Performance, donc non, c'est pas ça que je veux voir, tant pis. On va simplement regarder notre plateforme Pro Real Time et on regarde que on a des marchés à actions européens qui sont dans le rouge. Et même les futurs américains, à part le Nasdaq 100, le futur qui est en très légère hausse. Le FTSE qui est en hausse, FTSE exception. Petite exception de la part du FTSE qui progresse. Mais sinon, voilà, on a clairement du rouge, hein, qui domine ce matin sur les valeurs à risque. À l'inverse, dollar et yen qui sont haussiers. Alors, on passe sur le CAC, qui a la configuration technique la plus intéressante, hein, à mon goût. Donc on a le breakout hier, breakout au-dessus, hein, de ce canal baissier. Ce canal est légèrement baissier, donc c'est un signal haussier, hein, pour le CAC 40. Attendons aujourd'hui la réaction du marché. Le mieux dans ce genre de configuration, dès qu'on a le breakout, c'est de mettre par exemple un buy stop, au-dessus de l'ancien plus haut du breakout, ou un sell stop en dessous du plus bas du chandelier du breakout. Comme ça, si on a un nouveau plus haut, c'est un momentum bullish qui domine et donc on peut, voilà, ça confirme le breakout. Et à l'inverse, si on a une réintégration du canal et qu'on marque un nouveau plus bas, eh bien c'est un signal clairement baissier. Voilà, donc prudence aujourd'hui, je ne prendrai pas de décision sur du swing trading. J'attendrai plutôt demain voir la configuration de ce chandelier du jour. Soit on aura un chandelier bullish, soit un chandelier bearish, mais en tout cas ça confirmera ou à l'inverse infirmera ce que nous avons eu sur les marchés hier. D'autant plus que le DAX, vous voyez, n'a pas vraiment confirmé, hein,
n'a pas vraiment confirmé. Euh, bon, on a un appétit, enfin, on a un chandelier qui s'est, un sentiment de marché qui s'est amélioré en fin de séance. Faut voir on a une longue mèche. Donc ça, c'est bullish. C'est-à-dire que les acheteurs se sont manifestés, ont dominé en fin de séance et qu'on poussé le prix de clôture beaucoup plus haut que les plus bas du jour. Et l'Eurostoxx, c'est pareil. Mais on peut voir que vraiment là où on a eu un puissant, comment dire, appétit pylori, c'était sur le CAC 40. Le CAC 40, le graphique journalier, il est bien bullish. Prix de clôture loin au-dessus du prix d'ouverture et également bien au-dessus, vous voyez, du récent sommet à l'extérieur de ce canal. Donc c'est vraiment ici un signal de breakout important. Donc en journalier, en horaire, donc ça sera assez volatile comme je vous l'ai dit. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a ce budget italien. Maintenant, comme je l'ai dit, ne vendons pas, n'achetons pas trop vite ou ne vendons pas trop vite. Des pivots journaliers peuvent être intéressants. Maintenant, comme vous savez, plus il y a de la volatilité, plus il va falloir s'attendre à ce que les supports perdent en importance. Donc, c'est-à-dire que le R1 ou le S1 du jour en point pivot ne va pas être, comment dire, quelque chose de très très important. Parce que la moindre information concernant ce budget italien sera source de volatilité et le S1 ou le R1 sera enfoncé. Donc, là où on peut trader à la limite où c'est tradable, c'est le S2 ou le R2. C'est-à-dire que si vous êtes bullish sur le CAC en intraday, vous pouvez acheter jusqu'au R2. Et si vous êtes plutôt bearish, vous pouvez vendre jusqu'au S2. Mais le S1 et le R1 vont pas avoir beaucoup d'importance si on a des informations sur le budget italien. Pareil pour ce qui est de l'euro-dollar, je fais un pont sur la paire, mais vous voyez l'euro-dollar, donc on a une belle baisse concrètement à 7h, 7h ce matin. 7h ce matin, suite vous voyez, à l'annonce de Reuters. Et voilà, donc on vient se stabiliser à 1,17. 1,17 est le prix à ne pas dépasser. Regardez, d'un point de vue technique, on est dans un canal haussier depuis le début du rebond hein, qui a commencé mi-août. Et là, on est, vous voyez, à nouveau sur cette oblique. Donc, soit on a le breakout et c'est un signal baissier jusqu'à 1,1550, vous voyez, jusqu'au pivot mensuel, ou soit on a le rebond et dans ce cas-là, on peut venir rechercher le récent sommet de la semaine, c'est-à-dire un 1,18. 1,18, voire même beaucoup plus haut. Donc, au niveau de prix actuel, on est techniquement sur un bon prix pour passer à l'achat. Maintenant, est-ce qu'on a des signaux techniques qui nous permettent de passer long? Est-ce que nous avons les signaux techniques qui nous permettent de passer long? Eh bien, pas encore. Vous voyez que la pression reste clairement vendeuse avec un chandelier baissier qui est extrêmement dominant. Voilà donc pour ce qui est l'euro dollar. Donc c'est qui tout double hein, aujourd'hui pour l'euro dollar. Soit on vient chercher, pas en intraday, on n'ira pas chercher en intraday les 1,1550, mais soit on ira casser cette oblique et on ira chercher les 1,1650 si on a un budget italien qui soit eh bien fait office d'un déficit supérieur que ce qu'attend le marché. Alors qu'est-ce qu'attend le marché? Eh bien en fait un déficit aux alentours des 2%, je dirais. On n'a pas de chiffre exact, il n'y a pas de consensus là-dessus, mais je vous rappelle que le ministre de l'économie qui est sans étiquette hein, politique en Italie, c'est ni quelqu'un du mouvement 5 étoiles, c'est ni quelqu'un de la Ligue du Nord, c'est un ministre qui a été élu par le président italien et non pas par le chef du gouvernement. Donc, ministre de l'économie nommé par le président italien, qui est sans étiquette politique et qui est pas pro-européen, mais qui voilà est conforme aux normes de Bruxelles, qui aurait prévu avec Bruxelles un déficit de 1,6% du PIB pour le budget 2019. Sauf que la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles demandent, exigent un déficit public plus important, jusqu'à 2,4% d'après les informations. Donc un déficit de 2,4% par rapport au PIB italien, afin de mettre en place leurs promesses de campagne, dont notamment le revenu du citoyen, qui est, il me semble, un revenu pour tous les citoyens italiens de 850 euros, voilà, ce qui augmenterait l'enveloppe de 10 milliards hein, de dollars à peu près pour cette mesure. Donc voilà, tout reste à savoir.
hein, si on aura un déficit de 2,4% ou plutôt du 1,6%. En tout cas, les normes de Bruxelles, c'est un déficit inférieur à 3% du PIB. Donc même si c'est 2,4%, ça serait inférieur au PIB. Maintenant, est-ce que le marché le verrait positivement si c'est 2,4% malgré le fait que ça respecte les normes de Bruxelles? Honnêtement, je ne pense pas. Maintenant, tout reste à voir. Et donc voilà, le marché restera sous pression en tout cas tant qu'on n'a pas la publication de ce PIB, de ce budget. Phil qui me dit bonjour, pour les objectifs sur Eurodollar, peut-on évaluer le timing pour y parvenir ou pas du tout? Ça va être très compliqué. Encore une fois, tout va dépendre du budget. Là, c'est comme si on trade un NFP sans vraiment savoir quand est-ce que le NFP sera publié aujourd'hui. D'accord? Ça peut être la réunion, hein, parce que c'est une réunion hein, entre les ministres qui aura lieu et ensuite la présentation. Donc la réunion peut très bien avoir lieu dans 1 heure, comme elle peut avoir lieu ce soir, comme elle peut avoir lieu demain. Enfin, a priori, elle pourrait être reportée d'après des informations de presse. Ça n'a pas été officialisé, mais ça pourrait être le cas. Donc, ça peut être aujourd'hui, ça peut être ce matin, ça peut être ce soir, ça peut être cet après-midi, ça peut être demain. Voilà, donc en fait, l'impact sera assez important normalement, parce que le marché n'a pas d'idée précise, encore une fois, quand le marché n'a pas pricé l'annonce, la volatilité est pas importante, parce que la volatilité, elle est relative, mais il y a un regain de volatilité. Et puisque il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'estimation, vous voyez, de ce budget, on ne peut pas, il n'y a pas de chiffre précis qu'attend le marché, il n'y a pas de consensus, eh bien, il y aura forcément une certaine volatilité. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester très prudent sur toutes les paires euros. Forcément, le dollar, parce que qui dit mouvement sur l'euro dit mouvement du dollar. Hein, regardez, on voit l'euro qui flanche, le DXY qui est haussier. Et pourtant, c'est pas grâce à la Fed, parce que si on regarde sur du 1 heure, vous voyez ce qu'a fait la Fed, il n'y a rien eu, concrètement. Il y a eu du mouvement pendant le chandelier à 20 heures, mais outre cela, vous voyez, on n'a pas eu de mouvement. Et c'est qu'à partir de 7 heures ce matin qu'on a eu une hausse du DXY, pas parce que, encore une fois, on a eu une Fed au quiche, mais parce qu'on a eu cette information de Reuters. Comme quoi, il pourrait y avoir un report de la réunion des ministres pour le budget 2019 italien. Voilà, donc je ne pourrais pas vous dire le timing hein, pour l'euro-dollar ou pour les actions européennes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces actifs, qu'elles soient européens, les marchés actions, le marché obligataire ou l'euro, ils vont être sous pression, ils vont être très prudents et très volatiles euh, lors de l'annonce du budget. Peut-on utiliser la volatilité sur l'euro-dollar? Alors oui, une volatilité, ça s'utilise. Maintenant, encore une fois, étant donné qu'on n'a pas de, comment dire, d'heure de cette réunion, la volatilité peut être importante en ce moment. Elle peut l'être encore plus dans 1 heure. Ou elle peut l'être encore moins. Vous voyez, on n'a pas de possibilité de, comment dire, de jauger un petit peu d'utiliser cette volatilité. Alors, historiquement, on peut utiliser, alors il me semble, je me souviens plus comment ça s'appelle, la volatilité de l'euro, on va le voir dans un petit instant, mais regardez, simplement ici, on a le spread Italie, Allemagne en chandelier. Le spread qui prend 17 points de base, regardez ici, plus 16, 0,16, donc plus 16 points de base, pardon, pour le spread Italie-Allemagne. Je vous rappelle, cette courbe, lorsque ces chandeliers sont haussiers, on a une pression sur le marché obligataire européen, c'est-à-dire qu'en clair, le rendement italien augmente beaucoup plus rapidement que le rendement allemand, ce qui est pas bon. Alors qu'à l'inverse, quand on a une baisse, ça veut dire que le rendement italien diminue ou en tout cas augmente beaucoup moins rapidement que celui de Allemagne. Tout est une question encore une fois de surperformance ou de sous-performance. C'est une force relative qu'on a devant nous. Donc quand il y a une baisse de ces chandeliers, c'est bon pour les actifs européens. Et quand on a une hausse, ça fait pression. Et là vous voyez, hausse de 16 points de base, l'euro qui flanche. Si on se met en 1 heure, vous voyez, le spread hausse, l'euro baisse. Voilà, donc c'est assez net. Hein. C'est assez net. Maintenant, on va regarder si on a une volatilité sur l'euro. Alors, il me semble que ça existe. Euh,
Voilà, donc ce que j'ai mis, c'est Volatility Euro Trading View sur Google. Et il me semble qu'il y a un indice volatilité, hein. Il me semble qu'il y a un indice volatilité. Euh, et la volatilité, oui, elle est tradable, l'indice de volatilité, donc CBOE. Euh, alors, je sais qu'il y en a un qui a une volatilité sur l'euro. Voilà, ici. CBOE, Euro Currency Volatility Index. Voilà, donc là, on a une vol. Vous voyez, ça ressemble à un VIX, sauf que ce n'est pas sur le S&P, mais c'est sur l'euro. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter un indicateur, un disparity index. Voilà, on va se mettre sur du 10 périodes. On va enlever les œufs de courbe. 10 périodes. Et on va mettre une borne à 10%. Une courbe à 10 et une courbe à moins 5. C'est deux seuils importants dans le disparity index, 10 et moins 5. Pour la volatilité, pardon. Courbe importante pour la volatilité à 10 jours. Sur une moyenne mobile à 10 jours, pardon. Donc là, si j'enlève, pardon. Le problème, c'est que si j'enlève, vous voyez que ça enlève ma droite horizontale. Donc je vais juste garder la volatilité. Je vais mettre les trois. Et je vais simplement mettre la courbe en verte qui est celle qui nous intéresse. Alors quand cette courbe en verte est en dessous de 5% de sa moyenne mobile à 10 périodes, on a une volatilité qui est trop basse et qui donc, vous savez, bon, une volatilité trop basse, ça peut durer longtemps, mais c'est généralement un mauvais signe pour l'euro. Parce que qui dit hausse de la volatilité dit baisse de l'euro. La volatilité est l'ennemi des investisseurs. Ça représente une crainte. Dès qu'on a une hausse de la volatilité, on a des craintes et donc une baisse. Pareil pour les émergents. Dès qu'on a une volatilité qui est trop élevée, enfin trop basse, c'est pas inquiétant parce qu'une volatilité basse peut durer longtemps, mais ça alerte. Disons que si vous êtes dans une stratégie de payer le pullback, le VIX, la volatilité ne, enfin, trop basse n'indique pas un bon point d'entrée. Une stratégie assez simple et assez très efficace sur le S&P que je peux vous faire voir tout de suite, qui est le VIX. Ouais, donc là on a le VIX, on garde les bornes à 10%. Ça c'est une stratégie que j'aimerais vous présenter dans un webinaire éducatif. 10% et moins 5. Bon, c'est surtout le 10% qui va nous intéresser si on est dans le buy the dip sur du S&P. Donc un buy the dip, je vous rappelle, c'est achat du repli en anglais. Et nous allons mettre juste le S&P. Et cet exemple est bien évidemment valable pour n'importe quel indice de volatilité avec l'actif en question. Donc par exemple là on est sur le VIX avec le S&P, mais par exemple la volatilité de l'euro, on peut le faire sur l'euro-dollar. Après c'est une stratégie possible sur l'euro-dollar. D'accord. Donc on va se mettre sur un an. Et en fait le but c'est de payer lorsque la volatilité, alors le disparity index de la volatilité à 10 périodes passe en dessous de 10%. D'accord. Donc là on a la courbe à 10% qui est ici. Enfin la courbe, la droite horizontale. En fait, au-dessus, on va considérer qu'on est suracheté et en dessous de moins 5, on est survendu. Néanmoins, on ne va pas utiliser les signaux quand la volatilité est considérée comme survendue. On va utiliser seulement les signaux lorsque ce disparity à 10 jours passe en dessous de 10%. Là, on a un signal d'achat. On a un signal d'achat du VIX, d'achat du S&P. D'accord. Et donc là, vous voyez que ici, on a croisement à la baisse. On a un signal haussier du S&P. S&P qui est en noir devant nous. S&P qui est en noir devant nous, donc ne faites pas attention aux chandeliers japonais. VIX,
VIX, vous voyez le Disparity Index qui passe au-dessus de 10, qui repasse en dessous, le chandelier suivant. Regardez le S&P, buy the dip. Pareil ici, regardez la courbe en vert, on est au-dessus de 10, on repasse en dessous, signal haussier. C'est-à-dire que la volatilité diminue après avoir connu son pic. Lorsqu'il y a le pic de la volatilité, c'est lorsqu'on a le repli. Et vous voyez, point bas sur le S&P. Pareil ici, pic de volatilité, on réintègre, on repasse en dessous des 10%, signal haussier pour le S&P, etc., etc. Voilà, donc la volatilité va pas vous donner des stratégies de vente parce qu'une volatilité trop basse, comme je vous l'ai dit, ça peut durer un certain temps. Donc si vous commencez à shorter le S&P parce que la volatilité du VIX est trop basse, c'est assez, enfin vous allez pas gagner parce que une volatilité, comme je vous l'ai dit, peut rester basse très très longtemps et donc le S&P peut continuer à progresser très très longtemps. Par contre, les pics de volatilité ne durent pas très longtemps. Donc c'est là où c'est exploitable le VIX. C'est pour rentrer long sur les marchés américains juste après la fin du repli. Voilà, donc cette stratégie, elle est valable également pour les marchés émergents, pour l'euro, vous voyez le VIX sur l'euro, enfin la volatilité sur l'euro, sur le GBP, voilà, peu importe. Ça, c'est une stratégie qui fonctionne assez bien et qui est utilisée par les institutionnels. 10 et moins 5 peut-être, merci, voilà. 10 et moins 5 sur un Disparity Index journalier à 10 périodes. Pas le 20, pas le 50, pas le 200, le 10 périodes. Donc qui est en vert ici. Voilà, donc ça je vous invite à creuser un petit peu de votre côté, regardez un petit peu sur le S&P, regardez sur VIX, sur le Russell 2000, même si le VIX n'a rien à voir avec le Russell 2000. Vous savez que les marchés américains sont corrélés. Regardez avec le Nasdaq également, ça peut être intéressant. Regardez, il y a un indice de volatilité sur le DAX, VDAX il me semble. J'ai pas regardé sur le VDAX, j'ai pas creusé, mais VDAX. Volatility DAX. Je ne sais pas si c'est fait par CBOE du coup, puisque le DAX n'est pas fait par CBOE, mais peut-être que le VIX sur le DAX est sur CBOE. Non. Je sais qu'il y en a un. Il me semblait que c'était VDAX. À une époque, en tout cas, c'était VDAX. Maintenant, bon, a priori, je ne le vois pas. Bon, je sais qu'il existe, donc si vous le trouvez, tant mieux. Je vais le chercher de mon côté après ce webinaire. Mais voilà, concrètement, volatilité sur le DAX, peu importe. Ça peut être utile pour rentrer long sur des indices. Lorsqu'on sait que les indices, voilà, progressent depuis maintenant énormément de temps. Donc voilà, ça sert à rien de shorter les indices. Donc on n'a pas de signaux baissiers majeurs. Bon, ceci étant dit, on repasse sur le vif du sujet avec nos marchés classiques. Hein. Donc dollar en hausse parce qu'on a la baisse de l'euro. GBP du coup sous pression, vous voyez toutes les devises majeures sont globalement sous pression, à part le yen qui sous-performe, regardez l'USD yen. Vous voyez, on a bien fait de ne pas shorter trop tôt, de ne pas payer trop tôt pardon l'USD yen, de ne pas voyez anticiper un retour au-dessus des 113,17. Au pips près, vous voyez que hier on a testé, le cours a flirté avec son ancien sommet de juillet, son sommet de l'année, qui est à 113,17. Est-ce qu'on a un signal baissier exploitable? Moi, je trouve qu'on a quand même quelque chose d'assez sympathique et que d'un point de vue ratio risque-rendement, encore une fois, on a quelque chose, enfin c'est plus intéressant le ratio risque-rendement. C'est ça qui nous permet de différencier un signal de trading d'une opportunité. Parce qu'on peut avoir un signal de trading, mais si on a un ratio risque-rendement inférieur à 2, personnellement, je ne trouve pas que ce signal est une opportunité. Donc voilà, dès qu'on a un ratio risque-rendement à 2 et qu'on a des signaux de trading qui indiquent, voilà, enfin, dès qu'on a des signaux de trading, pardon, eh bien là on a une opportunité. Et d'un point de vue, voilà, ratio risque-rendement, on a quelque chose d'intéressant si on vient viser les 110. Et d'un point de vue signaux de trading, qu'est-ce que nous avons? On a le stochastique qui se croise à la baisse. Et on n'a pas d'une configuration, c'est pas un avalement en baissier qu'on a ici. On n'a pas d'avalement. Mais vous voyez qu'on a finalement un prix clôture
qui est non seulement donc plus bas que le prix d'ouverture, mais également plus bas que le prix d'ouverture d'hier. Vous savez ce qui différencie les graphiques en chandelier des graphiques en barre? C'est que le graphique en chandelier, la couleur, vous voyez, si on a un chandelier vert ou rouge, ou voilà, moi dans mon cas de figure c'est blanc ou noir, c'est calculé selon la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture. Ça c'est pour les chandeliers. Mais pour le graphique en barre, je vois pas beaucoup de sites web qui l'annoncent, mais le graphique en barre, c'est pas comme ça qu'ils sont coloriés les barres. La barre est coloriée selon le prix de clôture par rapport au prix de clôture de la veille et non pas par rapport au prix d'ouverture. Donc si par exemple vous avez un gap, eh bien vous pourrez très bien avoir un chandelier rouge sur un chandelier rouge, donc un chandelier japonais rouge, mais par contre une barre verte. Voilà. Donc là on a non seulement un prix de clôture qui est inférieur au prix d'ouverture, mais également un prix de clôture, donc hier, qui est inférieur au prix de clôture de la veille. Donc, que ce soit sur graphique en barre ou graphique en chandelier japonais, il y a une information négative hier. Il y a un signal baissier. En plus, cela se produit juste en dessous du plus annuel. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est un signal baissier assez sympathique. Et d'un point de vue ratio risque rendement, vous voyez, si on met un stop au R2 mensuel, donc quelques pips au-dessus de la résistance, ça fait 78 pips de risque pour viser cette moyenne mobile à 200, donc on va dire un peu au-dessus des 110. Eh bien 237, donc ça fait un ratio risque rendement de 3. Est-ce que ça vaut la peine de rentrer short pour un ratio risque rendement de 3? Oui, maintenant c'est à vous de voir si votre configuration vous dit de passer vendeur. Mais là il y a quelque chose, je pense, à faire. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Sinon, le reste des autres paires, l'AUD, regardez, retour à la baisse, stochastique qui se croise. Moi, ce que j'attends, c'est tout simplement une clôture à la baisse de cette moyenne mobile à 20 jours, comme on avait annoncé pendant une longue période de ce bear market. La moyenne mobile à 20 jours a joué en fait, a donné des bons signaux de trading pour passer à la vente. Concrètement, vous voyez ici, bon, on a quelques faux signaux, bien évidemment, mais même ici où on avait un faux signal, on n'a pas eu un renversement de la tendance. Donc même si on mettait, même si on rentrait short à ce moment-là et qu'on mettait un stop au-dessus du récent sommet, euh, le cours ne nous avait pas fait sortie. Pareil ici, si on passait vente à la suite du breakout en dessous de cette moyenne mobile avant période et qu'on mettait un stop au-dessus du récent sommet, on n'était pas chassé. Bon, on n'avait pas une baisse immédiate, ça avait pris à peu près un mois pour reprendre la baisse, mais vous voyez que cette moyenne mobile à un jour a donné quand même des signaux assez intéressants. Pareil pour le NZD-USD. Moi, ce que j'attends, c'est clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 jours. Dans cette configuration qui est baissière, où voilà, le prix est en dessous de sa moyenne mobile à 200, à 100 jours, en dessous de son nuage Ishimoku, voilà, tendance baissière, donc on attend simplement des breakouts pour passer à la vente. Donc clôture soit moyenne mobile à 50, qui est en vert ici, pour ceux que ça intéresse, ou la moyenne mobile à 20. C'est à vous de voir. DAX cassure des 12 300 en ce moment, objectif intraday. Alors, pas d'objectif intraday comme je vous l'ai dit, pas pour aujourd'hui, parce que voilà, le budget italien peut renverser la tendance. Si on a par exemple, imaginons dans une heure, le budget italien qui prévoit un déficit de 2%, imaginons que ça satisfait les investisseurs, parce que encore une fois, il n'y a pas de consensus sur ce chiffre, donc on ne peut pas savoir si, par exemple, on ne peut pas prévoir la réaction du marché. Mais si voilà, ça rassure le marché, si le marché est rassuré à l'issue de la publication de ce budget, le DAX, il va progresser. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a breakout des 12 003 aujourd'hui qu'on va forcément avoir une journée baissière. Si on a un budget qui rassure l'investisseur aujourd'hui, le DAX progressera et reviendra même à 12 000, à ces sommets de la semaine, à 12 400. Donc voilà, moi je vous donnerai pas de stratégie aujourd'hui pour le DAX. Dow Jones, donc les indices américains seront également influencés par le budget italien. Je dis pas que voilà, ils seront aussi volatiles que les indices européens, mais ils seront quand même influencés. Ils seront quand même influencés. D'ailleurs, on le voit, regardez les futurs américains, ils sont dans le rouge, mais un petit peu moins que ceux de l'Europe. Et si on regarde une heure, la baisse, vous voyez que la baisse, elle est au même temps que les Européens. Donc voilà, Dow Jones a beau être américain. En ce moment, quels sont les focus des investisseurs? La guerre commerciale,
le budget italien et le Brexit. Voilà, c'est les trois choses qui sont au premier plan. Donc, que ce soit un indice européen, un indice asiatique, peu importe, on aura la volatilité sur ces indices qui seront générés par ces facteurs. Alors, bien évidemment, le budget italien aura beaucoup plus d'impact sur le MIB, dans une plus faible mesure sur le DAX ou le CAC, et encore dans une plus faible mesure sur le S&P. Mais il y aura quand même un impact. Donc, Dow Jones, c'est pas non plus un indice totalement indépendant de la situation en Italie, bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre les deux. Les marchés sont connectés, les indices, les marchés actions sont connectés. Donc, si on a un marché européen qui flanche aujourd'hui parce qu'on a un budget italien qui est prévu, qui est annoncé à par exemple 2,5% du PIB et que les investisseurs ne sont pas satisfaits de ce budget, alors le Dow Jones sera également sous pression. Donc mes propos sur le DAX ou sur le CAC ou sur le MIB aujourd'hui sont également valables pour le S&P, pour le Dow Jones. Il y a peut-être un indice qui pourrait résister à cette annonce, c'est le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, on voit qu'il y a très peu de facteurs qui impactent le Nasdaq. Donc voilà, Nasdaq, ça peut être l'exception, mais encore. Donc Dow Jones, tout va dépendre pareil du budget italien. Je ne peux pas vous donner d'objectif en intraday. Maintenant, ce que je vois, les bornes, on a un R1 mensuel ici. Donc on a un niveau de support dorénavant, puisqu'il a été dépassé sur R1 mensuel. Donc niveau de support à 26 400, vous voyez cette zone. 26 400. Et en fait, si je devais donner une stratégie sur les indices américains, c'est de payer buy the dip, payer le repli. Voilà, il y a rien d'autre à dire. Mais en intraday, que ce soit le DAX, le Dow Jones, le MIB, peu importe, je ne donnerai pas d'objectif parce que tout va dépendre du budget. Et puisqu'on n'a ni de consensus, ni d'heures de prévu pour ce budget, honnêtement, c'est un petit peu du loto de trader les indices européens aujourd'hui. Donc voilà, pas d'heure pour le budget italien, nous ne savons pas l'heure. Par contre, là où on n'a pas forcément d'opportunité de stratégie, enfin, j'ai pas de stratégie à vous donner en intraday, mais par contre, là où il y a une stratégie, c'est sur du swing trading. Moi, je garde en tête l'impact du Brexit sur les marchés actions, l'impact de l'élection de Trump sur les marchés actions. Voilà. Rappelez-vous quels étaient les impacts. On avait un grand chandelier baissier le lendemain, enfin le jour même ou le lendemain, et ensuite bull market. Donc si, imaginons, plan catastrophique, scénario catastrophique, on a un budget italien qui est annoncé à 3% du PIB. On va avoir un sell-off, une vente massive, voilà, pas un crack, mais on va avoir un -1, -2, voire même -3% sur les indices européens. Les marchés américains, dans une plus faible mesure, vont perdre -1, voire -2%. Voilà, on aura une baisse. Mais est-ce que faudra anticiper un crack boursier? Alors c'est peut-être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va enfin, et qui va provoquer le fameux crack que on va dire de plus en plus d'investisseurs s'attendent prochainement. Ça va peut-être être le budget italien qui va provoquer ce crack. Ou alors, on estime que on buy the dip, tout simplement, comme c'était le cas pour Trump, pour l'élection de Trump, comme c'était le cas pour le Brexit. Je vous rappelle, encore une fois, je vous rappelle, je vais vous refaire voir ce qui s'est passé donc sur, par exemple, prenons un exemple très concret, le CAC 40. CAC 40, on va même mettre le S&P. On va superposer S&P. Voilà, CAC 40, S&P. Donc S&P en noir, CAC 40 qu'on va mettre en bleu, en noir, bon, CAC 40 en noir, excusez-moi, et S&P, voilà, en bleu. D'accord? Et nous allons nous mettre sur 5 ans. Sur 5 ans, et on va mettre donc le référendum donc Brexit, 27 juin. Et ensuite, élection de Trump. Donc c'était novembre 2017. Pardon, attendez. Non, excusez-moi, le Brexit, le vote du Brexit, c'est en 2015. Alors ça passe tellement vite que du coup, je me souviens plus. Alors l'élection de Trump, c'était en 2016. C'était novembre. Voilà, c'était ici. Et le Brexit, alors, est-ce que le vote c'était en 2015 ou en 2016? Alors j'ai un trou de mémoire. Alors, excusez-moi, vote Brexit, référendum, voilà, 2016.
2016. Ah oui, c'est vrai, 2016, pardon. Donc juin 13, c'était le 27 juin, voilà. 27 juin. Bon, Brexit, ça, on va mettre un FTSE, superposer le FTSE 100. FTSE 100 qu'on va mettre en rouge, voilà, pour le différencier. Regardez le FTSE. On a eu une hausse même avant. Vous voyez ce vote. Alors le vote c'était bien le 26, hein, il me semble. Enfin, 23 juin. 23 juin, sauf qu'on est sur un graphique hebdomadaire, donc on ne peut pas non plus. Alors, ah non, c'était moi qui avais faux. Donc voilà, 27 juin. Donc vous voyez la hausse jusqu'au 27 juin. Donc ça, c'était provoqué par le vote du Brexit. Si on se met sur du daily en 2016, voilà, on va se mettre sur du daily en 2016. 23 juin, vote pour le Brexit. Élection de Trump, c'était le 6-7. Voilà. Donc, baisse, élection de Trump. Ensuite, bull market, Brexit. Sell-off, bull market. Alors, le bull market, il est beaucoup moins important, mais par rapport au point bas, vous voyez, finalement, le noir, donc c'est le CAC 40, je vous rappelle, on avait quand même eu un plus haut de 15%. Donc, c'est surtout Trump qui avait provoqué le bull market. Et donc, vous voyez que finalement, c'est pas parce qu'on a une baisse de 1, 2, 3, 5% sur un marché à action en une petite période de temps qu'on va avoir forcément un crack. D'ailleurs, tout excès, hein, que ce soit haussier ou baissier, est corrigé. Hein, à part quand on a le vrai crack. Quand on a le vrai crack, comme en 2008, là par contre, c'est corrigé longtemps après. Mais même quand, je veux dire, quand c'est un crack, enfin quand c'est voilà, une vente massive à très court terme, c'est pas une opportunité pour se positionner short. C'est une opportunité pour payer le repli. Et c'est là où beaucoup de personnes se font prendre par leurs émotions parce qu'ils voient un S&P qui perd 3% d'intraday, ils se disent que ça y est, la bulle explose ou voilà. Pour un tas de facteurs qui peuvent être cohérents. Hein. Je ne dis pas que l'explication n'est pas du tout cohérente de shorter lorsqu'on a une baisse de 3% et qu'on a un marché action qui est si valorisé. Mais voilà, on le voit qu'en 2016, que ce soit avec le Brexit ou Trump, et pourtant, rappelez-vous, nombre d'institutionnels et d'analystes envisageaient le pire hein, de ces élections, envisageaient que le crack, hein, le crack boursier. Et pourtant, vous avez vu qu'on a eu quand même, depuis, on a S&P qui a progressé de 30%. Hein, donc voilà, je dis pas que le budget sera forcément une opportunité pour passer long sur les indices. Ça peut être encore une fois la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va provoquer ce crack. Il ne faut pas exclure cette hypothèse. C'est pour ça que finalement un stop est toujours indispensable parce que sur les marchés actions, dès qu'on est dans un marché, dès qu'on a une position, on n'est pas en contrôle du marché. Nous ne sommes pas en contrôle, d'accord? Donc c'est pour ça qu'un stop est toujours indispensable. Mais voilà, vu ce que le Brexit a provoqué, vu ce que Trump a provoqué, je vois pas pourquoi il faudrait shorter. En tout cas, les probabilités ne sont pas du côté du crack en fonction du budget italien. Et même si on a une baisse de 3%, même si voilà, le marché prend connaissance de ce budget et voilà, est clairement déçu, on a une baisse de l'euro jusqu'à 1,1550, imaginons, voilà, imaginons le scénario catastrophique comme me dit Philippe. Est-ce que ce serait une opportunité pour shorter? Honnêtement, je ne pense pas. Pour moi, si j'en une catastrophe, on peut se retrouver à 11 009 sur le DAX d'ici demain matin. C'est pour ça qu'on se pose la question. Alors, 11 009, alors ça me semble assez loin quand même, 11 009. Hein. 11 009, on est à 12 200. Alors, 11 009, ça fait une baisse quand même. Ça fait quand même du 3%. Alors, demain, peut-être pas. Mais oui, à court terme, pourquoi pas. Hein. Maintenant, voilà, tout est une question d'excès, encore une fois, que ce soit haussier ou baissier. L'excès n'est jamais bon. Il est souvent, très, très souvent corrigé. Donc, si on a une chute très importante de l'indice DAX, on va avoir une correction. On va avoir une correction lors des prochaines séances. Donc, c'est pas impossible, oui, qu'on repart à 11 009, qu'on soit à 11 009, on va dire dans une semaine, si aujourd'hui ou demain, on a le budget italien qui est clairement, qui clairement déçoit le marché. C'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Maintenant, est-ce qu'il faut trader cette baisse? Honnêtement, je trouve ça hyper compliqué. Même si on a un budget qui déçoit, comment peut-on anticiper la fin de la baisse? Voilà. Est-ce qu'on vise un support en particulier? Est-ce qu'on vise un pourcentage de repli en particulier? Vous voyez, c'est très compliqué
de trader un marché action en baisse de façon extrêmement volatile, qui est provoquée par une annonce. Par exemple, l'élection de Trump, la journée de baisse, c'est extrêmement compliqué de le trader. On ne sait pas réellement si ça va durer 15 jours, sur quelle amplitude en termes de temps ou en termes de pourcentage, vous voyez. Donc voilà, moi personnellement, je m'abstiendrai de shorter les indices, même si on a un budget italien qui déçoit, qui est catastrophique. Voilà, je m'abstiendrai de le shorter. Par contre, je chercherai le rebond. Et plus le disparity, plus la volatilité sera importante, et plus la chance de rebond sera tout simplement. Donc, on ne sait pas pour le budget italien, nous n'avons pas d'heure de prévu. C'est pour ça que c'est extrêmement pas risqué, enfin si risqué de trader les actifs européens aujourd'hui. Le stop est indispensable. Et si vous voyez une hausse de volatilité soudaine, faites une petite recherche Google, budget italien, et voilà, vous aurez peut-être une annonce qui tombera quelques temps après, parce que le temps que les journalistes écrivent, voyez un article, ça prend quelques temps, mais voilà. Concrètement, s'il y a une annonce, s'il y a une hausse de volatilité soudaine sur les actifs européens, cherchez sur Twitter, parce que Twitter, ça va extrêmement vite. Je dis pas que toutes les informations sur Twitter sont vraies, mais voilà. Vous allez sur Twitter, d'accord, recherchez sur Twitter, et ensuite vous mettez, par exemple, hashtag Italie en anglais. Si vous êtes anglophone, voilà, vous aurez beaucoup plus d'informations, et voilà. Et vous aurez toutes les informations. Toutes les informations, maintenant, ces informations seront à vérifier, ne sont pas à prendre comme sûr, enfin comme vérifié. Donc voilà pour les indices. Honnêtement, je vais pas donner d'objectif ni pour les indices européens, ni pour le marché obligataire, ni pour l'euro. L'euro, encore une fois, ça va dépendre du budget. Par contre, on va passer aux commodities. L'or 1195, vous voyez qui rebondit légèrement sur cet or. Donc pas de réaction, vous voyez post Fed, hein, on n'a pas eu clairement de mouvement important. On a eu le rebond sur le SM hebdomadaire, ce qui prouve que sur le SM hebdomadaire, on a des acheteurs, hein, parce que ça a stoppé la baisse post-Fed. Depuis, le cours remonte. Et voilà, c'est pas impossible qu'on revienne chercher les 1200 $. Surtout si on a un budget italien qui rassure, parce qu'on aura une baisse du dollar, parce que là, la hausse du dollar, elle est simplement générée par les craintes des investisseurs quant à un report du budget italien. C'est pas un bon signe, hein, ce report. Donc voilà, si on a une baisse, si on a un budget qui rassure, on a hausse de l'euro, baisse du dollar et donc hausse du gold. Bien évidemment, le gold sous-performera l'euro. C'est l'euro qui sera l'actif le plus haussier entre l'euro-dollar et le gold. Mais bon, si on a un budget italien qui rassure, c'est pas pour autant qu'on va avoir une baisse de l'onzor, hein. Et pour le pétrole, bon là le pétrole par contre c'est quelque chose qui est tradable parce que voilà le budget italien ne va pas avoir d'importance sur le pétrole. On a un breakout qui est confirmé. Vous voyez, on a eu le breakout lundi au-dessus des 80,44 $ qui était l'ancien sommet annuel et qui était le sommet depuis 2014, hein. Second jour, mardi, on dépasse ce seuil. Mercredi, on confirme. Donc ça y est, là le breakout il est clairement confirmé. Là on est parti pour aller chercher les 89 $ le baril Brent. 89 $. On va se mettre sur du weekly, je vous refais voir. Mais vous voyez, 49 $, c'est cette oblique baissière, c'est également un pivot ici, résistance, support. Donc on vient chercher en fait cette zone de prix. C'est légèrement en dessous des 90 $. Ouais, donc 89. Signal qui convergerait dans la direction du Brent, c'est si le brut dépasse son sommet de l'année. Vous voyez, qui n'a pas été dépassé encore. Donc là, le brut, il va aller chercher les 74 et l'équivalent des 89 $ sur le Brent, hein, vous voyez cette oblique de long terme, eh bien, sur le WTI, cette oblique, elle est aux alentours des 77, 78. Vous voyez. Donc on a une hausse potentielle du WTI jusqu'à 78 et pour le Brent jusqu'à 89. Ça, c'est les prochaines résistances importantes. Maintenant, notez tout de même les importantes divergences. Voilà donc pour le point de marché, écoutez, pas rien de très concret à part
à part voilà, pour le pétrole, mais sinon tous les actifs sont vraiment corrélés au dollar et le dollar actuellement est influencé par l'euro, donc tout se joue au niveau du budget italien. Euh, L'euro, enfin les actifs européens sont au premier plan, mais on a aussi tous les paires majeures qui seront volatiles en fonction du budget. Parce que qui dit, encore une fois, hausse de l'euro, dit baisse du dollar. Et s'il y a baisse du dollar, il y a forcément hausse de l'AUD-USD ou du NZD-USD. Voilà. Donc, tout ce qui est paire majeure, actif, dont le dollar a un poids important et une influence importante, eh bien, vont être volatiles selon le budget italien. Même si l'AUD-USD, vous voyez, n'a rien à voir avec le budget italien en soi, vu que l'euro a un poids important sur le dollar, eh bien, voilà, la USD sera volatile également selon le budget italien en intraday. Donc tout ce qui est marché action, tout ce qui est actif dont le dollar a une influence importante et tout ce qui est bien évidemment actif européen seront volatiles aujourd'hui selon le budget italien. Donc ne vous dites pas que par exemple le NZD-USD n'aura pas de mouvement, enfin ne sera pas volatile aujourd'hui. Tout va dépendre du budget. Voilà donc pour ce point de marché. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour ma part pour mon prochain point de marché. Et vous retrouverez Yoav Nizar aujourd'hui. Yoav Nizar, vous voyez, à 13h. Hein, il fait ses webinaires dorénavant à 13h, heure française. Et voilà. Excellente journée à vous. Soyez prudents sur les marchés avec ce fameux budget italien. Et je vous dis à demain pour débriefer de celui-ci si il est bien évidemment publié aujourd'hui.